Dans l'actualité ce soir, effondrement d'une partie de la mosquée de Dioula Soba ce dimanche dans la matinée. L'édifice religieux avait été réhabilité courant 2019. Que s'est-il passé donc? De fortes pluies s'abattent depuis quelques jours sur la ville de Bobo Dioulasso et pourrait être une des causes. Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, plus de peur que de mal, la campagne agricole qui avait donné des frayeurs au début dans la région des Hauts-Bassins présente une bonne physionomie. Certains champs de céréales sont au stade de montaison, d'autres au stade d'épiaison. Quant aux champs de coton, beaucoup présentent de fleurs. Une photocopie qui augure une bonne campagne de l'avis de nos reporters qui étaient sur le terrain. Et puis Israël-Liban, tension entre le Hezbollah et Israël. À la frontière avec le Liban, le chef du Hezbollah libanais promet une réponse à toute frappe aérienne d'Israël. Hassan Nasrallah met en garde contre une escalade des tensions. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, la boucle du Moun, notamment dans la Kossi, ce 7 août 2021, une unité spéciale des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso a neutralisé suite à des échanges de tirs entre Diamasso et Bouni, le chef terroriste Sidibé Ousmane alias Muslim et son compagnon et formateur spirituel Bandé Amadou. Ces deux chefs terroristes étaient recherchés. Ils sont auteurs de plusieurs exactions et de harcèlement sur les populations de la zone. Dans l'actualité ce soir, la mosquée de Dioula Soba a pris un sérieux coup ce dimanche 8 août 2021. Une partie du minaret central de l'édifice s'est écoulée, créant une désolation chez plus d'un. Selon le président du comité de réhabilitation de cette mosquée, les travaux de réhabilitation qui avaient été exécutés il y a 2 ans ne concernaient pas ce minaret. Informés, les sapeurs-pompiers ont pris d'assaut les lieux. La démolition de l'édifice, la partie concernée, et pour sa reconstruction est à l'ordre du jour. On fait le constat avec Karim Sissé. C'est la désolation chez les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso. Et pour cause, une partie du minaret central de la grande mosquée de Dioula Soba s'est effondrée, créant un cratère dans le minaret. Selon des témoignages recueillis sur place, l'incident s'est produit juste après la prière de 13h, en ce jour 8 août 2021. Au moment de la réhabilitation, ils ont constaté que ça se porte très bien. Donc lors de la réhabilitation, on n'a pas touché à la grande minaret. Mais avec le temps, donc, on a constaté un peu de fissures. Donc on a fait appel aux techniciens. Donc on pensait même que dans les jours à venir, on va essayer quand même de réparer ça en attendant qu'on va trouver d'autres solutions. À notre grande surprise, ça s'est effondré aujourd'hui. Mais il faut que les gens sachent que les minarets là, ce n'est pas le minaret original. C'est le deuxième minaret qui est fait à partir des premiers minarets. Donc ça vaut dans les 40 ans comme ça. Donc les minarets là, ça vaut 40 ans. La réhabilitation, des réhabilitations. Donc toujours, il a pris un peu d'âge quand même. Actuellement, une équipe de sapeurs-pompiers est sur le terrain. Il est question de voir comment démolir le restant du minaret qui menace de s'effondrer. Nous sommes là pour ce processus-là et nous pensons que d'ici la nuit ou d'ici demain matin, nous pourrons effectivement faire descendre ce minaret central avec l'autorisation du grand imam de Dioula Soba qui est là et en vue de sa reconstruction. C'est donc dire qu'il va falloir encore mobiliser des fonds pour la reconstruction de ce minaret. Les prières vont néanmoins se dérouler comme d'habitude, foi du président du comité de réhabilitation de la mosquée de Dioula Soba. Les cadres du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement préparent activement la rencontre du président du Faso avec les acteurs des médias et de la communication au Burkina Faso. Ce week-end à Manga, ils se sont retirés pour réfléchir sur la constitution d'un document unique des préoccupations et recommandations des acteurs des médias et de la communication qui sera transmis aux membres du gouvernement en vue de préparer les réponses et ou les engagements lors de la rencontre avec le chef de l'État. Aimé Solange Guigman pour les détails.
Constitué de 10 groupes représentant les différentes entités de la communication, ce comité technique est chargé d'examiner à cette rencontre les différents rapports des acteurs du dit secteur. Cette session de travail s'inscrit dans le cadre des préparatifs du dialogue direct entre le président du FASO et les acteurs de la presse. Il s'agit essentiellement de fabriquer un document digeste, un document de synthèse qui sera base de travail lors de la rencontre entre le chef de l'État et les différents acteurs du secteur de la communication et des médias. Il faut dire que ça rentre dans le cadre des réformes engagées par le ministre de la Communication, le docteur Ouseni Tamboura, qui entend faire les acteurs des médias un axe important dans la mise en route d'un développement endogène, d'un développement beaucoup plus participatif. Donc c'est ainsi que l'ensemble des acteurs, médias publics, médias privés, même jusqu'au niveau des retraités, sont interpellés en vue de poser les bases d'une nouvelle dynamique de travail qui implique nécessairement l'ensemble des parties prenantes. Le document de base qui sortira de cette rencontre est le résumé des préoccupations de la corporation. Et puis l'ONG WaterAid vient d'organiser une formation avec une vingtaine de journalistes afin de renforcer leur capacité à contribuer à l'atteinte de l'objectif accès à tous à l'eau et à l'assainissement. Ils ont été outillés à traiter du sujet et interpeller les autorités et les citoyens sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Le point avec Amadou Marcelto. Je rejoins Jonathan pour vous remercier de votre présence. Des formateurs connectés depuis Londres et Dakar pour partager avec les blogueurs et journalistes des différents médias du Burkina des rudiments nécessaires pour identifier et traiter des sujets d'intérêt en lien avec le changement climatique, l'accès des populations à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. L'initiative portée une fois de plus par WaterAid tient en un motif. Interpellés par le canal des médias, les populations, les décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers à s'investir pour faire de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici à 2030 une réalité. Il y a au moins 25% des Burkinabés qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Il y a au moins 75% des Burkinabés qui continuent à déféquer à l'air libre, qui n'ont pas de toilettes décentes. Donc ça veut dire que c'est une problématique fondamentale pour notre pays. Et le Burkina Faso a pris un certain nombre d'engagements au niveau national, international, pour travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il s'est agi d'échanger avec les journalistes pour renforcer leurs capacités, parce que c'est tous ensemble que nous devons travailler à relever ce défi-là. À l'échelle mondiale, ce sont environ 2,3 milliards de personnes qui manquent d'eau potable selon WaterAid. Autant de données préoccupantes qui situent tous les enjeux de cette formation pilotée par 3 formateurs depuis Dakar, Londres et Ouagadougou. Je le disais en titre, la rareté des pluies au début de la campagne agricole 2021-2022 avait sémé le doute chez beaucoup de producteurs agricoles dans la région des Hauts-Bassins. Une peur qui s'est vite dissipée avec la reprise des précipitations. Au stade actuel, les exploitations agricoles présentent dans leur grand ensemble une bonne physionomie. Certains champs de céréales sont au stade de montaison, d'autres au stade d'épiaison. Quant aux champs de coton, beaucoup présentent de fleurs. Constat avec Drissa Traoré et Karim Sissé. L'heure est aujourd'hui au sarclage dans le champ de maïs de Fatouma Konaté. Un champ au stade de montaison. L'hivernage se déroule bien. En tant que femme, j'ai pu produire 1 hectare de maïs, 1 hectare de coton. J'ai aussi du riz. Seulement, ce sont les herbes qui nous fatiguent. À Kongolikoro, l'exploitation agricole de Bakary Bamba a dépassé ce stade. Son champ de maïs à l'étape d'épiaison se laisse admirer. Le champ de coton, quant à lui, est en train d'être buté par ses enfants. Je souhaite avoir un rendement d'environ 2 tonnes à l'hectare dans mon champ de coton. En ce qui concerne le maïs, au moins 13 charretées à l'hectare.
Le contraste entre ces deux exploitations donne à peu près un aperçu sur le déroulement de la campagne agricole cette année dans les hauts bassins. Une campagne avec une disparité dans le temps et dans l'espace du fait de la pluviométrie. Aujourd'hui, lorsqu'on fait la situation, si les 10 postes qui sont suivis, 7 sont excédentaires, tandis qu'il y a 3 qui sont déficitaires. Voilà, les postes déficitaires, c'est les forts de Funzon, de Orodara et de Koloko. Qu'à cela ne tienne, l'espoir est permis, nous rassure le directeur régional en charge de l'agriculture des hauts bassins. Mais nous avons l'espoir. L'espoir parce que ce n'est pas une première fois qu'on rencontre cette situation. Nous avons beaucoup d'espoir que si l'activité de la mousson se maintient dans ce tempo, avec cette reprise-là, nous aurons une campagne qui est vraiment qui sera une bonne campagne. Les objectifs de production assignés cette année à la région des Hauts-Bassins sont de 902 000 tonnes pour les céréales et de 402 000 tonnes pour les cultures de rente. Des prévisions que l'équipe de Julien Ouedraogo entend atteindre, voire dépasser, avec la bénédiction de Dame Nature. Et toujours dans la région des Hauts-Bassins, de par ses potentialités agricoles, la région est une région stratégique dans la production de 1 million de riz paddy cette année au Burkina Faso. Une position que les différents acteurs agricoles comptent réaffirmer. Sur le terrain, ils sont engagés pour relever le défi. Drissa Traoré, Karim Sissé. Plaine risicole de Niazé Traoré à Kourouma. En cette campagne de 2021, l'exploitation s'étend sur 15 hectares. L'année dernière, ce producteur n'avait exploité que 10 hectares. Cette augmentation, il l'inscrit dans la dynamique au plan national, produit 1 million de tonnes de riz paddy et la prévision de production dans les hauts bassins étant de 192 416 tonnes. Si vous voyez que j'ai augmenté mon champ de riz cette année, c'est à cause de ce que j'ai obtenu l'année dernière. Avec les 10 hectares, j'ai récolté 15 tonnes de riz. Cette année, sur les 15 hectares, je prévois 25 tonnes si la pluie ne me trahit pas. Les potentialités agricoles de la région sont réelles, faisant des hauts bassins une région stratégique. Des acteurs en sont conscients et sur le terrain, ils sont mobilisés. Du gouvernement aux partenaires techniques et financiers, en passant par les encadreurs agricoles et les producteurs, tous n'ont qu'une seule vision. Avant de démarrer la campagne, on programme les activités. Alors, à quel moment il faut épandre la fumier organique, à quel moment il faut labourer, à quel moment il faut s'aimer, à quel moment il faut appliquer les intrants jusqu'à la récolte. Haute exploitation, même dynamique. Cette rizière qui s'étend à perte de vue démontre, si besoin en est, l'engagement des producteurs de Kongolo-Koro. Là, 419 hommes et 256 femmes exploitent ce site de 600 hectares, dont 259 sont aménagés. On a remarqué que non, les années antérieures, ils étaient à 2 tonnes, 1,5 tonnes. Mais actuellement, nous sommes à 6 tonnes à l'hectare. Donc vous voyez que non, il y a eu un plus. La détermination des riziculteurs de Kongolo-Koro leur a valu la réalisation de cette infrastructure hydraulique. Une infrastructure qui leur permet désormais de produire en toute saison. Donc c'est un bouli de pratiquement 15 000 à 20 000 mètres cubes comme capacité de rétention, avec une possibilité en fait d'avoir en fait de l'eau jusqu'à la période du mois d'avril-mai. Voilà, pour véritablement permettre en fait de faire l'irrigation du complément. Sana dans le Kénédougou. Ici également, la production du riz bat son plein. Une production qui n'aurait pas pris son envol sans les différents appuis de l'État et de ses partenaires au développement. En temps normal, le prix du labour varie entre 25 à 40 000 francs par endroit. Mais ici, la contribution du producteur est de 5 000 francs. L'année passée, l'État avait mis autour de 423 tonnes de semences de riz.
Cette année, nous sommes autour de 800 tonnes. Nous avons mis à disposition près de 880 tonnes d'engrais. Dans les différentes localités parcourues et sur l'ensemble des périmètres rizicoles visités, la campagne se déroule normalement au dire des différents acteurs du domaine. Une bonne campagne rizicole est donc en perspective. Autre actualité dans ce journal, environ 4 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, des Burkinabés qui se retrouvent dans plusieurs secteurs d'activité de l'économie ivoirienne, et un des secteurs florissants pour les Burkinabés, c'est bien l'immobilier. Une de nos équipes est allée à la rencontre des compatriotes qui ont pu s'insérer dans le tissu économique ivoirien. Dossier avec Gérard Sommet et Boukari Ouedraogo. Il est 18h au quartier Angré d'Abidjan. Amédou Bagayan, après une journée de rendez-vous et de visite de chantier, rejoint ses bureaux. Bonjour. Comme chaque soir, il sonne le rassemblement de ses collaborateurs pour faire le point de la journée. Et pour ce soir, sont passés en revue les projets de lotissement à Bingerville, Jacquesville, à Bengourou, Yamoussoukro et un projet immobilier en cours d'implantation. Depuis 2013, nous exerçons dans le domaine de l'aménagement foncier. Avant, nous avons dirigé d'autres structures qui étaient spécifiquement dans le domaine de l'aménagement foncier, sans ajouter la promotion immobilière. Membre de la Chambre des aménageurs fonciers de Côte d'Ivoire, Bagayan travaille en synergie avec d'autres acteurs. Nous travaillons en synergie avec M. Douamba Moussa, qui est un partenaire, un collaborateur. Douamba Moussa, le voici, nous l'avons retrouvé dans ses bureaux à l'autre bout du quartier Angré. Un nom qui compte dans le milieu des aménageurs et des promoteurs immobiliers en Côte d'Ivoire. J'ai appris le foncier dans le tas, je me suis entouré de juristes, que moi-même souvent je forme. Je me suis entouré aussi de spécialistes du foncier qui sont avec moi. Mais je suis allé dans le foncier parce que moi-même là, j'ai eu beaucoup de difficultés pour réaliser des opérations d'achat de foncier où j'ai perdu beaucoup d'argent. Moussa Douamba a à son actif l'aménagement de 49 hectares en bordure du fleuve Comoé, un projet de 4 cités sur 450 hectares. C'est aussi compté avec les cités Grains de Sel et le jardin des pêcheurs. Ils sont plus d'une dizaine de Burkinabés qui se lustrent dans le domaine du foncier en Côte d'Ivoire. Parmi eux, Inoussa Sankara, et nous l'avons retrouvé à Akandje Village, à proximité de Bingerville. Self-made man, il a troqué ses habits de patron d'entreprise contre ceux de patron de chantier, et ici, il veille au grain, même aux plus petits de taille. Actuellement, on est en train de travailler sur les 62 hectares. 62 hectares en 3 mois, entre vous-même, vous voyez. Un projet de plusieurs centaines de millions, fruit de la coopération entre Inoussa Sankara et les propriétaires terriens. Oui, il y en a des terres pour ne pas construire. Mais plus que je n'ai pas les moyens, que j'ai vu un partenaire qui est Aziz Construction, et franchement, comme je sais que les pays de la CEDEAO, ce sont les mêmes familles, donc je n'ai pas cherché loin. J'ai dit, ok, si moi j'étais que lui il a les moyens, pourquoi ne pas travailler ensemble? Déjà 3 mois de travaux, une centaine de millions investis et le projet est en train de prendre forme. Actuellement, nous sommes au décaissement et terrassement et nous allons passer par la suite à la phase du bornage et puis des ouvertures de voies et d'implantation des poteaux électriques et ensuite la viabilisation. Inoussa Sankara, Moussa Douamba et Amédou Bagayan se sont frayés leur chemin dans le tissu économique ivoirien, mais n'empêche qu'ils ont le regard tourné vers la mère patrie. À Dédougou, dans la boucle de Moune, le ministère de l'économie veut faciliter l'accès des populations aux services financiers de base à travers sa stratégie nationale de finances inclusives. Ceci où les porteurs du projet ont procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation sur l'accès aux services financiers pour les populations, jusque-là exclues des opportunités de développement. Le film de la cérémonie de lancement avec Dramanso. Plus de 39% de la population du Burkina Faso ne participe pas aux efforts de développement selon une étude du ministère en charge de l'économie.
ce chiffre monte à 42% dans la boucle du Moune. Pour prendre en compte ce potentiel économique, le ministère en charge de l'économie et les autorités régionales lancent cette campagne d'information, de sensibilisation et de diffusion de la SNFI, la stratégie nationale de la finance inclusive. Il y a donc 3 piliers sur lesquels on va agir. D'abord, l'accès, disponibiliser les services financiers de base, afin que toutes les populations, là où ils sont, qu'ils aient accès et qu'ils utilisent. Donc l'utilisation, c'est le deuxième pilier sur lequel on va agir. Et pour qu'ils utilisent, il faut que ce soit accessible à leurs moyens. Donc le troisième pilier. Et pour maintenant booster cette croissance, c'est des sessions d'éducation financière qui seront organisées dans tout le pays pour amener les gens à bien utiliser leur argent. À travers ces actions, le ministère en charge de l'économie entend faciliter l'accès aux services financiers de base que sont le compte bancaire, le crédit et la micro-assurance. Dans d'autres foyers, c'est les femmes qui prennent la charge de la famille. Mais avec ce projet, ça sera la bienvenue. Pour pouvoir, on va pouvoir améliorer nos activités pour aller de l'avant. La SNFI a débuté en 2019 pour s'achever en 2023. L'objectif est de faire passer le taux d'inclusion financière à 75%. Toujours à Dédougou en santé, dans la lutte contre le sida, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida à Dédougou, le SPE, secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, a initié une formation. L'institution pilote d'ailleurs un programme à cet effet, un programme dénommé Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Karim Ouedraogo pour les détails. Malgré la baisse du taux de séroprévalence du VIH-Sida au Burkina de 7,17 en 1997 à 0,7 en 2018, certains groupes de personnes restent confrontés à la stigmatisation et à la discrimination, ce qui ne favorise pas leur accès aux services de prévention, de soins et traitements. Et c'est pour lutter contre ce phénomène que le SPCNLS outille ses acteurs concernés à travers cet atelier de formation. Il faut dire que les chiffres évoluent à la baisse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter la riposte contre le VIH-Sida. Parce que les groupes spécifiques, notamment par exemple les détenus, les personnes qui vivent déjà avec le VIH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les orpailleurs, les routiers, les jeunes et les adolescents, les femmes en âge pour créer le personnel de santé, etc. etc. C'est un certain nombre de groupes spécifiques au sein desquels il y a encore de gros efforts à faire. Et ce sont ces efforts qui pourraient nous conduire à l'élimination complète du VIH-Sida d'ici l'horizon 2030. Cet atelier réunit des officiers de police judiciaire, des magistrats et des avocats. Il s'agit entre autres d'échanges et de partage d'expériences autour des droits humains et VIH-Sida pendant ces 72 heures. Et il y a des textes qui existent au niveau du Burkina Faso en faveur des personnes vivant avec le VIH. Nous allons revenir aussi sur ces textes-là, qu'ils sachent que ça existe et qu'ils fassent souvent référence à ça pour soutenir les personnes vivant avec le VIH. À l'issue de cette formation, nous serons plus aptes à pouvoir donc protéger véritablement ces personnes vivant avec le VIH-Sida. Le représentant du SPCNLS exhorte les participants à être des acteurs d'opérationnalisation de la formation à l'issue de l'atelier. Aussi, les grandes lignes d'une stratégie d'intervention de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH seront élaborées. Et puis le village de Zabga, dans la commune de Boussouma, nous sommes dans le Boulgou, vient d'inaugurer son CSPS. Le dispensaire a été construit et équipé par le gouvernement burkinabé et a vocation à rapprocher les services de santé des populations, d'où la joie de ces populations. Bernard Diasso. C'est désormais officiel. Le village de Zabga, dans la commune de Boussouma, dispose de son centre de santé et de promotion sociale, CSPS. L'édifice est constitué, entre autres, d'une maternité, d'un dispensaire, d'un bloc de 3 logements de fonction, d'un incinérateur et d'un poste d'eau autonome qui alimente tous les bâtiments du CSPS. La réalisation de l'infrastructure est l'œuvre du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, en abrégé PRISE. Nous avons également apporté l'énergie solaire pour permettre
le bon fonctionnement du CSPS, quand on ajoute la construction de l'infrastructure et puis les équipements et tout, nous serons autour de 120-130 000. Ce nouveau centre de santé des Abga devra permettre d'assurer une meilleure prise en charge des problèmes de santé des populations de la commune de Bousouma. Ça va vraiment aider des milliers de gens qui quittent surtout ce village et d'autres environnements pour aller se soigner de l'autre côté. Nous sommes venus nous associer à la population pour manifester notre joie par rapport à la réalisation de ce CSPS qui va apporter un plus dans l'offre de santé au niveau de Bousouma. En inaugurant ce joyau, le ministre en charge de la Santé a rappelé que son objectif est de rapprocher les soins des domiciles des populations. Nous sommes à la énième infrastructure sanitaire réalisée par le projet PRISE que nous inaugurons et nous allons poursuivre les inaugurations dans les jours à venir pour concrétiser l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en matière d'offre de soins. Tout en invitant les populations de la commune de Bousouma à se faire vacciner contre la Covid-19, le ministre a aussi rassuré que les agents de santé sont mobilisés pour offrir des soins de qualité afin de lutter contre la morbidité et la mortalité dans la commune de Bousouma. Et à Fadan Gourma, grâce au Fonds commun genre et à l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou, qui œuvre pour la promotion des droits humains, 500 citoyens ne seront plus obligés de se justifier longuement lors des contrôles d'identité. Ils disposent désormais des cartes nationales d'identité. Les deux structures viennent de financer une campagne d'établissement de cartes nationales d'identité dans la ville. Les détails avec Jérôme Tiendano. Sur une prévision de 500 cartes nationales d'identité burkinabé à établir, plus de 1000 citoyens en disposent désormais grâce à cette campagne initiée par la PDG, l'Association pour la promotion et le développement du Goulmou. L'opération vise surtout à protéger les droits de la femme dans un contexte d'insécurité. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1300 déjà réalisés, mais comme vous le constatez, la campagne se poursuit et avec le contexte sécuritaire délétère de notre région, l'accompagnement des populations, de nos bénéficiaires à avoir ces actes leur permet également de s'exprimer d'abord sur le plan électoral, mais de pouvoir vaquer également à leurs occupations au niveau de la région. Autant pour le chef d'antenne régionale de l'ONI-Est que pour les bénéficiaires, l'initiative de la PDG est salutaire. Regrouper un certain nombre de personnes financées par une association entièrement. Donc c'est déjà une initiative qui part dans la droite ligne avec notre structure. Et nous encourageons toujours ces initiatives. La CNIB va m'aider à gagner le BBC, à faire les travaux. Et puis aujourd'hui là, si tu n'as pas ça, c'est ça qu'on dit, tu n'as même pas la vie. L'Association pour la promotion et le développement du Goulmou intervient dans les provinces du Gourma et de la Nyanya avec pour principale mission la promotion des droits humains. À Waiguia, dans le Yatenga, par contre, c'est la réflexion avec les 6e universités citoyennes de l'AMR, l'association Monde Rural. Durant un mois, elle a réuni 60 jeunes de divers horizons à Goursi pour des formations à des métiers et à la citoyenneté. Au terme du séminaire, organisateurs et participants sont unanimes. La rencontre a tenu toutes ses promesses. Karim Bitienga. Des chaussures, des porte-clés et d'autres objets d'art utilitaires fabriqués après 30 jours de formation. Les auteurs, ce sont ces jeunes participants des universités citoyennes de l'AMR, l'association Monde Rural. Les jeunes ont aussi été initiés à la citoyenneté. Le citoyen, c'est le leader. Voilà. Un citoyen n'est pas, il ne s'assoit pas, il regarde faire. Voilà. Le citoyen, lui aussi, il contribue à la bonne gestion de la cité. Après la formation, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour développer ce pays et également partager mes connaissances à mon entourage, à toute la jeunesse. Quand l'heure vient de repartir, les participants se montrent reconnaissants. Mais les initiateurs attendent le retour sur le terrain. L'exemplarité, le sacrifice et la discipline
C'est à cela les jeunes sont invités. Et c'est souhaiter que ce qu'ils ont appris puisse servir de repère, mais aussi qu'ils arrivent à enseigner d'autres jeunes, qu'ils arrivent par leur comportement à influencer la vie de certains jeunes. À partir des outils que nous leur avons donnés, ils devraient être capables au sein de leur environnement, au niveau de l'école, au niveau de la famille, au niveau de leur collectivité, en tout cas d'être des porteurs d'idées novatrices. Les universités citoyennes 2021 sont la 6e édition du genre. Elles ont été financées par l'organisation Diaconia. À la cérémonie de clôture, l'assistance a observé 1 minute de silence en hommage aux victimes des dernières attaques terroristes. À l'étranger, après une poussée de fièvre entre Israël et le Liban à la frontière cette semaine, Hassan Nasrallah met en garde contre une escalade des tensions. Israël a mené jeudi ses premières frappes aériennes sur le Liban depuis 2014, après le tir non revendiqué de 3 roquettes depuis le Liban vers son territoire. Le Hezbollah a répondu le lendemain en lançant plus de 10 roquettes vers l'État hébreu qui a répliqué par des tirs d'artillerie. Regardez. Vous bombardez, nous bombardons. Déclaration du chef du Hezbollah à l'attention de l'armée israélienne. Hassan Nasrallah revendique les tirs de roquettes contre Israël, une réponse selon lui aux frappes de l'État hébreu. Toute frappe aérienne de l'aviation israélienne sur le Liban sera inévitablement suivie d'une réponse, mais d'une manière appropriée et proportionnée, car nous souhaitons protéger le pays. Ce jeudi, pour la première fois depuis 15 ans, l'armée israélienne a frappé le sol libanais en réponse à une salve de roquettes tirée sur l'État hébreu la veille par un groupe qui n'a pas revendiqué son acte. Ce vendredi, le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs, mais sur des zones non habitées, sans faire de victimes. L'un des porte-parole de l'armée israélienne déclare que le pays ne veut pas une véritable guerre, mais reste prêt. C'est presque mot pour mot ce que déclare aussi le chef du Hezbollah. Nous ne cherchons pas la guerre et nous ne voulons pas nous diriger vers une guerre, mais nous sommes préparés. Les tirs de roquettes non revendiqués qui ont provoqué la réaction d'Israël ont eu lieu le 4 août, le jour même de la commémoration des 1 an de l'explosion du port de Beyrouth, drame pour lequel une partie de la population libanaise accuse le Hezbollah d'être impliqué. Fait rarissime, un camion lance-roquettes utilisé par le Hezbollah pour tirer sur Israël a été intercepté par des villageois libanais en colère qui accusent le Hezbollah de mettre en danger les civils. Et voilà, avant de refermer ce journal, Hugues Fabrice Zango, le premier médaillé de l'histoire du Burkina Faso aux Jeux Olympiques, rentre ce soir. L'athlète est rentré dans l'histoire du sport burkinabé ce 5 août en offrant au Burkina Faso la toute première médaille olympique en bronze au triple saut. Du bronze qui a valeur d'or pour les Burkinabés. À Tokyo, Hugues Fabrice Zango a donc fait un saut de 17,47 mètres et occupe la 3e place. La délégation burkinabé au JO est donc annoncée ce soir aux environs de 21h30 à l'aéroport international de Ouagadougou. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne reprise pour demain. Au revoir et à bientôt.